Bienvenue chez Les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. C'est Aude Niadanu, la fondatrice de l'hôpital, qui est l'hôte de cet épisode avec Pierre Derick. Pierre est cadre de santé en hospitalisation à domicile. Fort de son expérience en HAD, Pierre cherche à ancrer une autre vision de la gestion de la douleur dans les soins. Ayant à cœur de mieux accompagner ses patients dans la gestion de leur douleur, il s'est donc engagé en tant que coprésident du CLUD, le comité de lutte contre la douleur de l'hospitalisation à domicile de la PHP. Je m'appelle Pierre Derick, je suis cadre de santé en hospitalisation à domicile depuis juillet 2020 sur une unité qui est à Vincennes, voilà, à l'hôpital militaire à Bégin. Et je suis, effectivement on parle du CLUD, donc je suis coprésident du comité de lutte contre la douleur de l'HAD à PHP. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es infirmier ? Alors, je suis infirmier depuis mai 2011. En fait, j'ai été infirmier d'abord en réanimation de mai 2011 jusqu'à octobre 2017. Et ensuite, en octobre 2017, je suis passé faisant fonction cadre santé en neurologie. Et ensuite, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, je suis rentré à l'école des cadres en septembre 2020. Non, septembre 2019 et je suis sorti donc en juillet 2020. Pourquoi tu as choisi ce métier d'infirmier ? Parce que, alors ça c'est bête, hein, mais ma mère était infirmière de réanimation pendant 35 ans à l'hôpital de Bayonne. Et du coup, en fait, j'ai toujours bercé dedans. Je suis allé la voir dans son service, toujours été baigné dedans et voilà. Donc pour moi c'était une évidence que je devais faire infirmier derrière. Ah, ça nous fait un point commun, sauf que moi je suis pas devenue infirmière. Et d'ailleurs j'ai interviewé ma mère dans le podcast aussi, à l'épisode 19 ou 20, je sais plus. Ok, donc c'est une vocation. Une vocation, ouais. Parce que t'admirais ta mère pour ça et t'as eu envie de faire la même chose. Ouais, complètement. Et puis le côté réanimation, je sais pas pourquoi m'a attiré en fait dès le début, en fait, quand j'ai commencé l'institut de formation en soins infirmiers, c'était la réanimation qui me branchait. J'ai fait mes 3 années d'IFSI à Henri Mondor à Créteil et en sortant j'ai commencé en réanimation chirurgicale, alors neurochir et digestif, mais c'est l'attrait de la neurochir qui m'attirait le plus. J'adore la neurochirurgie parce que je trouve que c'était une spécialité hyper fine et le fonctionnement le fonctionnement du système nerveux chez l'homme, moi je trouve ça incroyable. Et ce que je retrouve après derrière dans la lutte contre la douleur, parce que c'est des informations nerveuses. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment qui t'a marqué justement depuis le début de ta carrière Une anecdote non, comme ça je vois pas. Ça a été très riche dans toutes les expériences que j'ai eues, que ce soit en réanimation, la réanimation neurochirurgicale et digestive, après la réanimation chirurgicale polyvalente où on avait des patients polytraumatisés. J'ai eu des contacts avec des anesthésistes et médecins réanimateurs qui étaient vraiment géniaux parce qu'ils sont toujours ils nous mettent dans une posture apprenante tout le temps. Et la médecine évolue toujours et du coup le métier d'infirmier permet de pouvoir toujours continuer à apprendre et ça, je trouve ça hyper important. Après en tant que faisant fonction cadre ou même de cadre, c'est d'autres expériences que j'ai eues, c'est une autre approche de l'humain et une autre approche de la prise en charge des patients. Alors en tant que cadre c'est indirect parce que je m'occupe d'une équipe qui va prendre soin
Mais j'applique et je fais appliquer des règles en termes d'hygiène et de sécurité comme je contrôlais en réanimation. Mais tu prends soin de ton équipe aussi, d'une certaine manière. Je prends soin de mon équipe et j'essaye de la faire évoluer. Le but, c'est de faire développer les compétences de chacun dans l'équipe. Donc c'est une autre manière, oui, du prendre soin et un autre contact avec le patient. Et justement, ça veut dire quoi prendre soin pour toi ? C'est une définition très, très complexe en fait. Le prendre soin, ça revient pour moi aux deux notions du care et du cure. En fait, il y a le cure qui est d'apporter des traitements pour soulager, pour améliorer le confort de vie d'un patient. Et il y a le care, c'est de faire attention aux patients de manière différente, avec du soin relationnel, avec de la prévention et voilà, c'est vraiment pour moi le prendre soin, c'est ces deux items-là. Et alors comment est-ce qu'on équilibre entre ces deux notions du care et du cure ? Comment est-ce que c'est fait aujourd'hui ? Est-ce que tu penses qu'on a trouvé un bon équilibre ? En fait, je pense qu'on adapte en fonction des situations. Est-ce qu'on a trouvé un bon équilibre tout le temps ? Je pense pas que c'est enseigné de trouver l'équilibre, mais tout le monde ne trouve pas l'équilibre entre le care et le cure. Il y a plusieurs profils de professionnels. Il y en a qui vont être très attachés justement au thérapeutique et d'autres qui vont être plus attachés aux situations relationnelles et à la prévention. Du coup, il y a aussi des professionnels qui arrivent très bien à l'adapter aux patients et à faire des deux, bien entendu. Mais je pense pas qu'on le valorise finalement suffisamment et on oriente de plus en plus les infirmières sur le cure que sur le care. Moi j'ai fait un mémoire en école des cadres sur le dossier patient informatisé et je partais de l'observation des infirmiers en hospitalisation traditionnelle qui se baladaient avec leur chariot ordinateur et qui passaient plus de temps sur l'ordinateur qu'auprès du patient. Et en regardant au plus près, les infirmiers cochent des soins prescrits, mais le soin relationnel, le rôle propre de l'infirmier n'est pas bien tracé dans le dossier de patient informatisé. Et le dossier patient informatisé même n'oriente pas l'infirmier, n'oriente pas le professionnel vers ce soin-là. Il va plutôt l'orienter sur tout ce qui est prescrit. Est-ce que tu veux dire parce qu'on coche les actes et finalement quand on va passer du temps à discuter avec un patient pour par exemple le déstresser, ça on pourra l'écrire nulle part ? C'est moins bien quantifié. On pourra le mettre si vous voulez dans des transmissions ciblées, faire un item sur un patient anxieux ou comme ça, mais en vrai sur un diagramme de soins on le retrouvera moins bien. Ça sera pas aussi bien prononcé que la prise de sang ou le traitement de 8 heures ou l'antibio de midi. Ouais, c'est intéressant. Donc comme c'est pas écrit, on peut avoir l'impression que ça a moins de valeur. On pourrait, ça c'est parce que le professionnel s'axe sur ce qui lui est dicté dans son diagramme quand il prend son ordinateur. Il ouvre la page de son patient. Qu'est-ce qu'il a en premier ? C'est les traitements, les horaires à respecter, les antibiotiques, les horaires à respecter et le soin relationnel finalement, de discuter avec le patient qui est anxieux. C'est pas dans la to-do list. Non, c'est pas dans la to-do list. En fait, c'est à l'infirmier de prendre le temps justement d'aller discuter avec le patient. Pareil, dans la préparation au bloc opératoire, on va parler de prémédication. On cochera pas un temps de dialogue avec le patient pour savoir en fait qu'est-ce qui l'angoisse à aller au bloc opératoire. Et qu'est-ce que t'en penses ? On devrait la rajouter, la case ? Je pense que oui. Mais là-dessus, on retrouve bien souvent des infirmiers qui nous disent que finalement, ils n'ont pas le temps nécessaire dans la journée. Oui, parce que j'imagine que le problème, c'est pas que les infirmiers n'ont pas envie de le faire, c'est qu'on leur laisse pas la possibilité de le faire et que le temps qu'on vous laisse pour chaque patient, c'est le temps qui correspond aux cases à cocher. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en plus,
quand vous cochez la case de manière informatique, ça horoldate votre soin. Donc, si votre soin est en retard, si déjà il change de couleur, il devient rouge pour pour vous alerter, donc ça met une pression supplémentaire aux soignants pour qu'ils s'axent encore plus sur le soin prescrit plutôt que sur le soin de son rôle propre. Parce qu'il ne veut pas prendre de retard sur ce qui a été prescrit. Et comment tu le vis ça, et comment le vivent tes collègues ? Ça fait quand même une sacrée pression sur les infirmiers, mais finalement, avec l'ordinateur, j'ai l'impression qu'ils le voient de moins en moins, cette pression-là, parce que ils programment leur journée, ils planifient leur journée en fonction de ces soins prescrits. Donc, ils se disent simplement, quand on leur pose la question, est-ce que tu as pris le temps de discuter avec le patient, ils disent, non, en fait, j'ai pas le temps. Alors toi, justement, tu disais que tu travaillais en HAD, donc pour nos auditeurs et auditrices, HAD, ça veut dire hospitalisation à domicile. J'imagine que le fait d'être chez les gens, ça peut peut-être encourager encore plus le lien, la relation. Est-ce que tu vois une différence avec l'hôpital ? Il y a une grosse différence à l'hôpital, parce que, en fait, à l'hôpital, le patient est vraiment dépendant des soignants. Alors que quand il est chez lui, c'est le soignant qui doit rentrer dans son intimité, qui doit s'adapter à son logement. Est-ce qu'on parle plus facilement avec le patient ? Il reste la contrainte du nombre de soins à faire sur la journée, même si faut savoir qu'en hospitalisation à domicile, à la PHP, on a normé le nombre de patients à 7 par jour, parce qu'on considère que pour un patient, avec le trajet, c'est 1 heure de soins. Il travaille 7 heures par jour, ça fait 7 patients. Si on a des patients qui durent plus qu'1 heure, à ce moment-là, on diminue le nombre physique de patients et on passe sur un nombre pondéré de patients. Maintenant, au domicile, il y a les aidants principaux qui sont là aussi. Le mari ou la conjointe, les enfants, et qui ont des questions, qui sont stressés, qui ont besoin d'avoir des réponses du soignant quand il passe. Sachant qu'en plus, en HAD, contrairement à l'hôpital, il ne va pas y avoir le passage du médecin, de l'interne, de l'externe, de la femme de ménage, du kiné, tout ça. Il va y avoir le passage juste de l'infirmier ou de l'aide-soignant, et qui va développer son sens de l'observation, et qui va débloquer des intervenants s'il analyse qu'il en a besoin. C'est-à-dire que si lui, il estime qu'il y a besoin du passage de l'assistante sociale, passage de l'ergothérapeute, passage de la psychologue, il va, en rentrant à l'unité de soins, faire des infos urgentes à ces intervenants-là pour qu'ils se déplacent. Sans ça, le seul passage de la journée, ça peut être que l'infirmier une seule fois dans la journée. Que souvent, on est capté par les proches pour savoir où est-ce qu'on en est dans la situation, et il monopolise beaucoup la conversation, et par moments, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment le temps de beaucoup communiquer ou de dialoguer avec le patient. Et j'imagine bien que parler avec les dents, c'est pas une case à cocher non plus. Et c'est pas non plus dans les cases. Et alors là aussi, il faut prendre en compte cet aidant, il faut le rassurer. On peut lui aussi lui proposer le psychologue s'il en a besoin aussi. Ça, c'est pris dans la prise en charge de l'hospitalisation à domicile. Mais il n'y a rien qui est vraiment coté en termes de soins relationnels aux patients ou à l'aidant. Ça fait beaucoup écho ce que tu dis à un épisode qu'on a enregistré avec Dominique Jakovenko, qui est infirmier aussi. Lui, il est libéral, mais du coup, travaille aussi à domicile beaucoup. Qui travaille sur l'expérimentation équilibre, où en fait, il réfléchit sur de nouveaux modèles justement d'intervention des infirmiers à domicile, et où notamment ils sont rémunérés non pas à l'acte mais au temps passé avec le patient, et leur champ d'action il est plus large, puisqu'ils ont aussi dans leur champ d'action d'accompagner le patient chez les différents professionnels, typiquement de l'accompagner chez le médecin traitant pour se faire le lien, être sûr que l'information ne se perde pas. Ils ont aussi dans leur tâche de passer du temps avec l'aidant, ça fait partie vraiment de leur mission. Et en gros ils disent que le fait de passer beaucoup de temps à autonomiser le patient, finalement à long terme, c'est aussi intéressant d'un point de vue médico-économique, puisque les patients du coup requièrent moins de soins au bout d'un moment. Et donc ils sont en train de faire ce qu'on appelle un article 51, donc une expérimentation, pour voir ce que ça donne et essayer de faire la preuve que ce serait un modèle intéressant. Et c'est un modèle là qui est inspiré de Buurtzorg, une entreprise hollandaise que tu connais, pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place en France. Et qu'est-ce que tu penses de ce type de modèle ?
C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant pour plusieurs choses. C'est que déjà, on quantifie et on tarifie le soin relationnel, qui n'est pas du tout compté dans la tarification de l'activité. Ça pousse aussi à travailler le côté rôle propre de l'infirmier et qui va avoir plus de responsabilité. Moi, dans la pratique, on fait beaucoup de soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est effectivement des pompes de morphine, des pompes d'hypnotique, mais c'est surtout beaucoup de soins relationnels aux patients et avec les aidants. Le soin palliatif, c'est souvent préparer les aidants à la mort qui va arriver dans pas trop longtemps au domicile du patient. Et c'est beaucoup de questions qui restent des tabous. Est-ce qu'ils ont envisagé un décès à domicile ? Est-ce que déjà ils ont envisagé le décès tout court ? Est-ce qu'on leur a expliqué ce que les soins palliatifs amenaient ? Est-ce qu'ils ont pensé à l'avenir et tout ça ? Est-ce que je t'interromps juste pour que tu nous expliques la définition du soin palliatif ? Alors le soin palliatif, c'est en fait c'est des soins qui viennent j'ai envie de dire en opposition aux soins curatifs. On sait que la maladie est grave et qu'il faut un accompagnement pour maintenir un degré de vie raisonnable et soutenable. Donc il peut y avoir des soins palliatifs légers et après il peut y avoir des soins palliatifs lourds. De manière générale, c'est plus pour soulager la douleur, c'est ça ? Pas que, c'est pour soulager la douleur, mais aussi soulager l'esprit du patient, qui se voit dégradé beaucoup. Je ne saurais pas bien peut-être l'expliquer. C'est qu'il va y avoir les deux dimensions. Il va y avoir une douleur qui va être généralement généralisée sur l'ensemble du corps, sur un patient qui reste alité. Et il va falloir aussi lui amener des hypnotiques pour qu'il arrive à accepter cette dégradation. C'est apaiser le patient de manière psychique et physique. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on peut bien l'illustrer, c'est apaiser le patient de manière psychique et physique. Et donc, pardon, du coup, j'étais en train d'expliquer que les soins palliatifs, il y avait aussi une part avec l'aidant de le préparer à la mort de son proche. Et d'envisager cette fin de vie. Alors, parce que ça fait pas longtemps qu'on accepte vraiment une fin de vie à la maison. Avant, la fin de vie, c'était forcément à l'hôpital. Sauf que les unités de soins palliatifs qui sont super, parce que c'est des professionnels qui sont bien formés, qui accompagnent tous les aidants, le patient, tout ça, mais qui ont peu de place. Donc du coup, de plus en plus, on développe des stratégies pour amener ces fins de vie à la maison. Il y a des cas où la famille ou le patient ne souhaite pas décéder à la maison, c'est trop lourd. Donc on fait des demandes anticipées d'unités de soins palliatifs pour avoir une place en temps et en heure. On peut débloquer, si c'est à la maison, on peut débloquer des fonds exprès pour faire du soin palliatif à la maison avec des auxiliaires de vie et des aidants supplémentaires. La question de l'accompagnement à la fin de vie, c'est assez compliqué à mettre en place. C'est assez compliqué parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler et dont on ne souhaite pas vraiment parler. On n'est pas suffisamment libre en fait dans la vie de tous les jours de parler de la mort. C'est un sujet très compliqué. Du coup, nous, on en fait en hospitalisation à domicile, mais on a une psychologue qui intervient sur les patients et sur les aidants pour les accompagner. Mais on peut se faire aussi aider par des réseaux de soins palliatifs qui sont en Île-de-France, avec des médecins, des psychologues, des infirmiers de coordination qui nous aident dans cette prise en charge et qui ont un contact autre du patient. J'imagine quand même que ça demande vraiment une formation très spécifique pour gérer ces soins palliatifs.
est-ce que les personnes qui se retrouvent face à cette situation-là, elles ont toutes eu l'occasion de se former là-dessus ? Ah, ça c'est une bonne question. Alors non, toutes ces personnes, tous les infirmiers de mon équipe n'ont pas été formés aux soins palliatifs. On propose une formation aux soins palliatifs sur plusieurs jours en hospitalisation à domicile, mais il faut pouvoir détacher du temps aux professionnels pour pouvoir les envoyer justement plusieurs jours en formation. La configuration de l'hospitalisation à domicile fait qu'il y a 15 unités de soins du département adulte qui sont réparties sur Paris et la Petite Couronne. Ça fait beaucoup de soignants et qu'on ne peut pas forcément tous envoyer sur des sessions de formation. Maintenant, il y a des comités de soins palliatifs avec des référents soins palliatifs dans les unités de soins qui rapportent les informations qu'ils obtiennent pendant les réunions du comité. La plupart des infirmiers sont demandeurs de cette formation parce que le soin palliatif, c'est peut-être le soin technique, mais le plus lourd en termes de relationnel avec le patient et les aidants. Et puis c'est aussi de la gestion des émotions. Ce que j'allais te demander, parce que là on parle beaucoup de ce dont a besoin le patient ou l'aidant en face, mais j'imagine que du point de vue de l'infirmier, c'est hyper dur d'être confronté aussi à la mort, à ces discussions-là qu'il faut avoir. Et comment est-ce qu'on arrive aussi à se protéger personnellement, parce que ça doit être hyper touchant et difficile aussi pour l'infirmier. Ça dépend des professionnels. Les professionnels se créent des carapaces. C'est un costume qu'ils mettent. On met le costume d'infirmier. Moi, quand j'étais infirmier en réanimation, quand je mettais ma tenue, je mettais mon costume d'infirmier. Et quand je l'enlevais, je le laissais au vestiaire. Et en fait, c'est comment laisser tous ces problèmes qu'on avait vus sur la journée au vestiaire. Il ne faut pas le ramener à la maison parce qu'en fait, sinon ça nous mange de l'intérieur, vraiment cette souffrance, parce que généralement les infirmiers, les aides-soignants, on est au plus proche du patient et des proches, et c'est nous qui épongeons en fait finalement leurs émotions. Les médecins sont là aussi, c'est eux qui font les annonces lourdes. Une fois que, moi je l'ai vu en réanimation, une fois que les médecins ont vu les familles en entretien et tout ça, après ils sont ailleurs, ils se vaquent à leur occupation, mais l'infirmier, lui, il est au chevet du patient, l'aide-soignant, il est au chevet du patient, et c'est lui qui finalement reçoit les émotions de la famille. Alors en HAD, c'est encore plus ça, parce que on est chez les patients, et donc on est au milieu de leur famille. Il arrive que des infirmiers arrivent au domicile et le patient vient de décéder. Donc là, il faut réussir à gérer toute la famille qui subit la mort du patient. Parce que c'est jamais bien accepté, cette mort qui arrive. Même si c'est une maladie qui a été longue avant, même si on a l'impression que ça prépare, que tout le temps qui est passé avant a préparé, en fait non, quand le décès survient, ça reste très très lourd à porter. Dans mon expérience, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a une contradiction, parce que quand j'étais infirmière de réanimation, on faisait pas du soin palliatif. On faisait du tout pour rétablir le patient, alors que maintenant, en soins palliatifs, on fait tout pour accompagner le patient vers un décès, vers une mort digne, que sa situation soit le plus confortable possible. Donc on arrête de le techniquer et on lui met des soins qui l'apaisent. Alors qu'en réanimation, on va tout faire, techniquer, opérer pour essayer de le maintenir en vie. Donc ça a vraiment deux approches différentes. J'ai beaucoup d'admiration pour le personnel de soins palliatifs, parce qu'ils ont accepté cette mort et ils ont accepté que dans leur travail de tous les jours, ce soit un accompagnement du patient vers la mort. Quand on fait infirmier, on veut prendre soin. Quand on devient infirmier, en tant qu'étudiant infirmier, moi je ne pensais pas que mon objectif serait d'accompagner le patient vers la mort, mais plutôt au contraire, ce serait de guérir le patient. L'éloigner de la mort. Bah oui, ouais. Complètement. Et l'approche des soins palliatifs, c'est de dire la mort, c'est l'issue. On ne pourra pas y échapper, c'est l'objectif de prise en charge, ça va être l'accompagner jusqu'à cette mort.
on ne pourra pas revenir en arrière, on ne pourra pas faire quelque chose qui va le guérir d'un seul coup. Donc une fois que j'ai fait ce travail-là sur moi, c'est comment je peux accompagner ce patient pour qu'il soit le mieux possible, parce que lui aussi, dans sa tête, il sait que la mort va arriver. Et des fois, les patients sont tellement douloureux qu'ils accueillent la mort, mais comme finalement la fin de leur souffrance. Donc c'est assez particulier comme domaine, je trouve, le soin palliatif. J'y suis pas encore, c'est pour ça que moi je m'oriente plus sur le comité de lutte contre la douleur. Donc le soulagement des patients dans leur douleur, mais pas dans l'accompagnement vers la fin de vie. Et justement, alors, est-ce que tu veux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, le CLUD ? Le comité de lutte contre la douleur, c'est un groupe composé d'infirmiers, d'aides-soignants. Donc à l'HAD, on a l'avantage d'avoir une diversité des professionnels, puisqu'on a des kinés, des ergothérapeutes, on a des psychologues qui interviennent, mais on a aussi un côté pédiatrique avec des infirmières puéricultrices, on a une sage-femme, le médecin qui anime le CLUD avec moi est une pédiatre. Donc du coup, en fait, dans cette activité-là, je ne suis pas centré que sur de l'adulte, j'ai une dimension adulte, obstétrique et pédiatrique. Donc c'est vraiment hyper riche dans les échanges sur comment soulager la douleur des patients, parce que je vais m'expliquer un peu plus. La douleur à l'hôpital, ça fait partie de tous les axes stratégiques de tous les établissements hospitaliers. La douleur à l'hôpital ne devrait plus exister. Pendant longtemps, on n'a pas trop prêté attention à la douleur, mais en 2022, ce n'est plus acceptable qu'un patient ait mal et qu'on ne fasse rien pour le soulager. Donc, il y a plusieurs types de douleurs. On a les douleurs par excès de nociception, donc sont dues à une plaie, à un coup. Après, il y a la douleur neuropathique, qui est une douleur donc, d'origine nerveuse. Et à l'hôpital, on va avoir la douleur induite. La douleur induite, c'est quoi ? C'est tous les soins qu'on réalise au quotidien et qui sont source de douleur pour les patients. C'est le soignant qui crée la douleur chez le patient. Donc, il y a des gestes qui sont devenus anodins, type prise de sang, que finalement on doit pouvoir éviter en utilisant des produits exprès de préparation avant ce type de soins, des anesthésiants qui vont empêcher ou qui vont diminuer la douleur ressentie au moment du soin. C'est comme l'EMLA par exemple. Exactement. C'est ma mère qui m'avait parlé, c'est un patch que tu mets et ça endort très localement pour qu'on pique et que ça fasse pas mal. C'est une des recommandations de gestion de la douleur d'utiliser de l'EMLA avant de faire une prise de sang. Mais pour tout le monde, même les adultes ? Même les adultes. Mais sauf que c'est pas forcément appliqué. Voilà. Quand on discute avec les professionnels, une prise de sang, oh non, ça fait pas mal. Alors après, si vous faites une prise de sang, une ponction en artérielle pour faire un gaz du sang, là, on va dire oui, le gaz du sang, ça fait mal, donc on va mettre le patch d'EMLA. Mais en fait, dans la recommandation, tout type de prise de sang devrait être avant prévenu par un patch d'EMLA. Il y a des patients qui disent que prise de sang, j'ai rien senti et tout ça. La douleur, on sait que c'est subjectif. La douleur, ça dépend de votre expérience de votre expérience de la douleur précédente. Et ça dépend, c'est un côté hyper psychique de comment moi j'interprète la douleur que je vais ressentir. Si j'ai une crainte de avoir mal au moment d'un soin, je vais avoir encore plus mal que si je me dis que ce soin-là me fera pas mal. Donc, en utilisant le patch d'EMLA et en disant au patient, je vous mets ça, comme ça vous n'aurez pas mal, alors ne pas trop utiliser ces mots-là, mais comme ça vous ne ressentirez pas au moment de la prise de sang, ça amène le patient inconsciemment à se dire que le soin ne lui fera pas mal.
Oui, donc en fait, le comportement du soignant et ce qu'il va lui dire va jouer aussi beaucoup sur la douleur, en fait. Si le patient sent que le professionnel n'est pas sûr de lui au monde du soin, il va avoir encore plus mal que s'il sent un professionnel qui est sûr de lui. Ça fait pas mal de trucs à savoir quand t'es infirmier, du coup. Ça vient avec l'expérience. Parce que quand on est jeune diplômé, qu'on ne sait pas vraiment faire, tous ne montrent pas quelqu'un d'assuré et tout ça, mais des patients qui ne disent rien là-dessus, oui. Qui se focalisent pas non plus sur le soignant. Il y a des fois des soins où le patient est plus focalisé sur ce qu'on va lui faire que sur la personne qui est en train de le faire. Et alors, du coup, le CLUD, comment il agit ? Le CLUD, on fait des réunions, on diffuse des informations, on travaille sur des différentes activités. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur un flyer d'information aux patients et aux aidants sur les traitements morphiniques en HAD, pour que les patients ou les aidants aient une autre idée des traitements morphiniques, parce que les traitements morphiniques sont très très mal acceptés et très très mal vus par les patients et les aidants. C'est ça que ça fait peur, la morphine, ça a l'air grave, on se dit qu'on va être accro. C'est ça, alors que dans le flyer, on va bien expliquer que si on suit les thérapeutiques, il n'y a pas de risque d'addiction. Si on le prend pour vraiment gérer la douleur ressentie, il n'y a pas de risque d'addiction. Mais c'est vrai aussi qu'il peut y avoir un sous-dosage des traitements, il y a un surdosage des traitements. Donc il faut alerter quand le traitement n'est pas efficace, quand on continue de ressentir des douleurs malgré le traitement. Ou il faut alerter quand on sent une patiente qui est un petit peu plus somnolente ou a une respiration un peu plus lente. Donc ce flyer a visé des professionnels, a visé des familles et des patients, leur explique que la morphine, qui est un dérivé opioïde, est bien contrôlée dans la dispensation hospitalière et que n'est pas si risqué que ça. Dedans, on a mis un vrai faux avec des questions qui nous revenaient assez régulièrement. Est-ce que, par exemple, la morphine entraîne la mort ? Alors, donc, c'est bien précisé que la morphine n'entraîne pas directement la mort, mais peut être utilisée dans des cas type soins palliatifs pour apaiser le patient, et que cet apaisement va progresser vers le décès du patient. Mais ce n'est pas le traitement directement qui va tuer le patient. Je trouve ça intéressant que tu aies choisi comme exemple un flyer, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'un flyer, c'est pas grand-chose, que c'est un petit truc comme ça, que c'est pas une grosse action, alors qu'en fait, là, dans ton exemple, on comprend tout de suite l'impact que ça peut avoir, d'avoir un outil simple que tout le monde peut lire, comprendre, garder chez lui, et que derrière, ça va vraiment jouer sur l'information des gens, sur est-ce qu'ils acceptent un traitement qui va vraiment soulager leur douleur, sur toutes ces idées reçues qu'on peut détruire, sur l'anxiété du patient, l'anxiété de sa famille. Enfin, en fait, les impacts sont vraiment multiples. Et pourtant, on pourrait l'impression que c'est un petit truc, un flyer. Je trouve ça intéressant parce que nous, l'hôpital, c'est low-tech, c'est regarder tout ce qu'on peut faire, même si on n'est pas obligé de mettre derrière des énormes machines qui calculent les algorithmes. Et puis les transformateurs, c'est pour montrer aussi tout ce qu'on peut transformer par des actions de gens qui veulent les porter. Et du coup, ça illustre vachement bien. Et ça me fait aussi penser au programme Carte Blanche, puisque vu que c'est là qu'on se rencontrait, c'est aussi l'occasion de l'évoquer. C'est un programme qui a été lancé par Inès Gravé et Adrienne Rex, qui ont toutes les deux parlé dans le podcast d'ailleurs, précédemment, et qui permet aux professionnels du HAD de proposer des projets et de recevoir un soutien pour les mettre en œuvre. Et nous, l'hôpital, on a donné un coup de main, on a fait une petite prestation sur la structuration de la matière qui a été produite par les équipes et des supports qui permettaient d'animer des ateliers.
Bref, donc du coup, je disais ça parce que Carte Blanche, c'était intéressant aussi de voir qu'il y avait une grande diversité de projets, mais que tous ces projets, comme ils sont portés par des professionnels de santé, ils ont vraiment un impact très tangible. On comprend tout de suite à quoi ils vont servir, parce que finalement, vu que c'est vous, les gens de terrain, qui les portez, c'est vous qui savez quels sont les vrais besoins, et c'est vous, du coup, qui pouvez proposer les solutions qui sont pertinentes, en fait. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense que c'est les soignants qui sont au plus proche du terrain, mais en concertation. Je pense qu'on peut aussi se servir de l'expérience des patients pour avoir une autre vision des problématiques. Les soignants, il va avoir un point de vue qui arrive en tant que professionnel, il a son soin à faire, et il va voir qu'est-ce qui l'empêche de faire le soin. Le patient, il va avoir un autre point de vue le professionnel vient faire un soin, mais finalement, est-ce que je subis le soin ou est-ce que je suis acteur de mon soin ? Est-ce que le professionnel me laisse la place d'être acteur de mon soin, ou est-ce que le professionnel cherche à contrôler la totalité du soin ? Donc, je pense que les deux points de vue convergent dans l'amélioration des pratiques. Et c'est pas des gens qui sont trop loin du soin et de l'expérience qui peuvent vraiment évaluer les différents grains de sable qui se mettent dans les rouages pour que la pratique se fasse bien. Il faut vraiment quelqu'un qui manipule pour dire comment on peut améliorer les choses. Mais pour ça, il faut que les professionnels sortent la tête, parce qu'ils ont tous la tête dans le guidon, ils sont dans leurs soins qu'ils ont à faire et le reste des soins qu'il leur reste à faire. Et du coup, ils prennent plus le temps d'analyser leurs pratiques. Ouais, donc il faut qu'on crée des espaces et qu'on laisse du temps pour qu'ils puissent aussi sortir de leur routine et avoir des espaces où ils peuvent avoir cette créativité-là, en fait. Malheureusement, il faut qu'il y ait la survenue d'un événement indésirable pour qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à est-ce qu'on fait bien les choses et comment on pourrait les améliorer. C'est dommage, mais les soignants ne prennent plus le temps, en fait, de vraiment s'analyser pour être sûr qu'ils font bien les choses. J'ai quand même l'impression que de base c'est pas parce que les gens ils veulent pas, c'est juste parce qu'on leur demande de faire tellement d'autres trucs qu'ils ont jamais le temps de le faire, en fait. Qu'ils ont jamais le temps, et que je pense pas que ce soit dans la culture de ce qu'on leur inculque dès l'institut de formation en soins infirmiers. Ouais, donc il y a une question de laisser du temps, et il y a aussi une question un peu de sensibiliser, de former. Et de prendre de la hauteur par rapport à ce que je suis en train de faire. Ça, nous, on nous demande de prendre de la hauteur quand on arrive en formation de cadre de santé. De prendre de la hauteur par rapport à la pratique. Et en fait, c'est dommage parce que si on était initié à cette prise de hauteur sur les pratiques dès l'institut de formation en soins infirmiers, peut-être que les soignants auraient un peu plus ce réflexe d'aller chercher et de se poser la question, est-ce que je fais bien les choses ? Et ceux qui l'ont fait, ce sont ceux qui ont modifié certaines pratiques. J'ai en tête un infirmier anesthésiste du SAMU, alors je ne pourrais pas dire comment il s'appelle, qui a réfléchi une fois sur l'homogénéisation de sa seringue je crois que c'était du diprivant. C'était, en fait, il avait calculé que si il l'a chaloupé 5 fois, il homogénéisait parfaitement le mélange dans sa seringue. Et que du coup, son traitement était encore plus efficace. Alors que normalement, on fait pas. Alors qu'en fait, on le faisait pas forcément dans la concentration, qu'il n'y avait pas forcément une bonne manip sur ces... Est-ce qu'il y avait vraiment une tentative de secouer un petit peu cette seringue pour homogénéiser vraiment parfaitement sa dilution? Alors je dis diprivant, mais je sais plus sûr en fait si c'est bien du diprivant, c'est peut-être autre chose. Mais bref, c'était une manip d'un infirmier anesthésiste dans son camion du SAMU qui a dit que en fait, pourquoi je le fais que tant de fois et pourquoi je le fais pas plus de fois, ou pourquoi je le fais pas
juste ce nombre-là, et en fait, il a fait une étude dessus. Et ils ont regardé en fait que cette manip, c'est comment réfléchir aux soins infirmiers. Comment réfléchir à nos pratiques de tous les jours et comment les améliorer. C'est génial parce qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet, ça fait une boîte de Pandore et on arrive sur plein d'autres sujets qui vont assez loin. Je reviens encore vers le CLUD et la douleur parce que là tu parlais du coup du côté de la thérapeutique et tu disais de la douleur, la gestion de la douleur, c'est pas que de la thérapeutique. Et du coup, c'est quoi d'autre ? Alors, c'est justement la dimension psychique de la douleur. Il y a des études qui ont démontré qu'on pouvait gérer la douleur par l'hypnothérapie, par exemple. L'hypnose permettait d'amener le patient dans un état d'inconscient, de subconscience, où du coup il altérait complètement sa sensation de douleur. Alors que quand on regarde les mécanismes de la douleur au niveau nerveux, c'est une information qui part d'un endroit, qui remonte, qui va jusqu'au cerveau, et le cerveau fait une réponse pour que vous ayez un mouvement réflexe. Là, avec l'hypnose, en fait, on arrive à amener le patient vers ailleurs. En fait, j'aimerais savoir ce qui fait de toi un transformateur. Alors, qu'est-ce qui fait que je me sens transformateur ou que je suis réellement transformateur ? Parce que comme ça, je me sens pas, moi, transformateur dans la vie de tous les jours. J'essaye juste j'essaye de m'engager le plus possible pour améliorer des pratiques. De pouvoir transmettre un message aux professionnels avec qui je travaille. Donc j'ai eu l'opportunité d'animer ce groupe de lutte contre la douleur, et du coup c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Mais ouais, j'essaye de diffuser le message. Je sais pas, franchement c'est une belle question. Non, mais t'es bien parti. C'est que alors les soignants peuvent avoir accès à tout un panel de thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à leur portée, et que chaque soignant, infirmier, aide-soignant, kiné, ergothérapeute, psychologue, chaque soignant peut avoir son rôle dans la gestion de la douleur, et que même si on caractérise à tort la gestion de la douleur par juste des traitements médicamenteux, alors que finalement on peut s'ouvrir à différentes activités qui font qu'on peut gérer la douleur. J'ai en tête la musicothérapie, j'ai en tête les techniques d'activation de la conscience, j'ai en tête l'hypnose, j'ai en tête le relationnel, j'ai en tête beaucoup de choses qui peuvent améliorer le confort du patient. Parce que c'est ça finalement le but du comité de la lutte contre la douleur, c'est d'améliorer des conditions et de soulager les patients. Enfin, en tout cas, si je résume, ce que tu dis, c'est que tu essayes de faire changer les pratiques via ton engagement et le partage des connaissances sur la douleur. Et en fait, c'est déjà faire changer les choses, en fait, à ton échelle. On demande toujours à la fin du podcast à nos invités s'ils ont une devise. Alors, toi, quelle serait ta devise ? C'est une bonne question. J'y ai beaucoup réfléchi. Est-ce que j'ai une devise ? Mais j'ai pas de devise. J'ai plutôt un leitmotiv dans mon projet professionnel. C'est de se donner les moyens pour toujours progresser. Voilà, c'est ça. C'est de chercher à toujours se progresser. Bah écoute, si tu le fais personnellement, j'imagine que ça a aussi beaucoup d'impact sur les gens autour de toi. La toute dernière question, c'est à ton avis, quelles sont les personnes que nous devrions inviter dans les prochains épisodes ? Je pense que j'ai envie de conseiller quand même le docteur Gadebois, Edith, qui est donc la coprésidente du comité de lutte contre la douleur, parce que elle est pédiatre et qu'elle tient une consultation de douleur à l'hôpital Trousseau,
qu'elle est médecin coordinateur à l'hospitalisation à domicile et qu'elle est chef du département de pédiatrie de l'hospitalisation à domicile. C'est plein de casquettes sur une dame très dynamique et qui a une approche de beaucoup de choses qui est hyper intéressante. La deuxième personne, mais qui n'a rien à voir, c'est une infirmière de coordination qui s'appelle Marine Bournino. Je l'ai rencontrée quand j'étais en neurologie à la Pitié-Salpêtrière. Elle a monté avec une autre infirmière de coordination un projet hospitalier qui s'appelle Jump et qui accompagne en fait les patients qui ont des pathologies neuro, qui font la transition de la prise en charge en pédiatrie vers la prise en charge adulte. Et donc elles font tout cet accompagnement-là. Donc elles ont fait toutes les deux un master en coordination. Et donc qu'il y a encore beaucoup d'autres projets et sur, se donner les moyens de toujours progresser. Marine est vraiment motivante pour ça et hyper intéressante. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton temps et pour ce partage de ta vision de ton métier et de tes engagements, en fait, pour apaiser les patients. C'est le terme que je retiens, je pense, de tout ce que tu as dit, le terme d'apaiser. C'est une belle vision du prendre soin, je pense, aussi. Du coup, j'ai trouvé vraiment ça très inspirant et je te remercie d'avoir pris le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site lowpital.care, lowpital.care, rubrique communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode. Prochain épisode.